Donc ce sont les 3 temps de votre examen clinique. Et on commence toujours par l'examen qui intéresse le motif de consultation. C'est une localisation cervicale et donc vous devez commencer par l'examen du cou, l'examen cervical. Et dans l'examen cervical, vous avez aussi 3 temps. Vous allez commencer par l'inspection. Après l'inspection, vous allez palper et vous allez par la suite ausculter. Donc, l'examen cervical, on va réaliser donc notre inspection, notre palpation et on va finir par une auscultation des gros vaisseaux du cou à la recherche d'un souffle qui peut bien sûr être à l'origine de cette tuméfaction qui peut être d'origine vasculaire. Donc, à l'inspection, il faut toujours avoir une idée sur le côté de l'adénopathie. Est-ce que c'est droit ou gauche? Est-ce que c'est bilatéral? Et vous, bien sûr, vous devez déterminer le siège. Est-ce que ça intéresse la partie supérieure? Est-ce que ça intéresse la partie inférieure? Est-ce que c'est au niveau de la partie médiane? Est-ce que c'est au niveau de la partie latérale? Donc, une étude topographique de l'adénopathie est très importante dans l'inspection cervicale. 2, il faut avoir aussi une idée à l'inspection sur le nombre. Est-ce que c'est une seule adénopathie ou bien c'est plusieurs adénopathies? C'est des adénopathies multiples qui peuvent intéresser plusieurs territoires ganglionnaires. 3, toujours dans l'inspection, la taille et l'importance de l'adénopathie, sans oublier l'état de revêtement, l'état de la peau qui recouvre cette tuméfaction. Est-ce que c'est une peau saine? Est-ce que c'est une peau inflammatoire, qu'on voit ici, donc des signes d'inflammation, la rougeur? Est-ce que c'est une peau qui est infiltrée? Et on va commencer par ce qu'on appelle l'aspect en quartier d'orange. C'est une peau qui va présenter plusieurs dépressions punctiformes qui témoignent de l'infiltration du plan sous-cutané. Est-ce que c'est carrément une adénopathie qui a été fistulisée avec issue du pus à travers cette fistule? Donc, l'étude de revêtement cutané est très importante. Sans oublier aussi, est-ce qu'il y a une circulation veineuse collatérale ou non? Il ne faut pas oublier aussi la notion de cicatrice antérieure. Il se peut que le patient qui est devant vous a déjà bénéficié d'une biopsie. Ça arrive des fois, un patient qui a été biopsié quelque part et qui vous a été adressé pour la poursuite. Alors, le médecin qui a biopsié le malade, elle a fait son étude histologique, elle va vous parler d'une métastase ganglionnaire, c'est trop tard. Elle va vous adresser votre patient pour, bien sûr, le traiter. C'est trop tard parce que ça a entraîné quand même une infiltration tumorale. Donc, toujours l'étude aussi et la recherche du cicatrice antérieure est très importante parce que dès que vous voyez un trait de la cicatrice, vous faites votre interrogatoire policier. Le circuit du patient doit être aussi noté parce qu'on peut soulever ce problème de biopsie qui a été réalisé par notre médecin. Et donc, après l'inspection, vous allez palper quand même l'adénopathie. Lorsqu'on parle de la biopsie, la palpation du cou, la palpation du cou va s'adresser à l'adénopathie, qui est le motif de consultation. Elle va s'adresser aux autres aires ganglionnaires, même si elles sont saines. Elle va s'adresser aussi à la palpation de l'aire thyroïdien. Vous devez palper la thyroïde à la recherche d'un nodule thyroïdien qui peut être d'origine cancéreuse et qui a donné une adénopathie métastatique. Donc la palpation de la thyroïde s'impose ici. Et vous allez compléter votre palpation par la palpation des glandes salivaires, les glandes sous-maxillaires et les glandes parotides parce qu'elles siègent au niveau de la région cervicale. Et donc votre palpation, elle est cadrée. 1, l'adénopathie. 2, les autres aires ganglionnaires. 3, la thyroïde. Et 4, les glandes salivaires. Et donc la palpation va chercher certaines caractéristiques de cette adénopathie. Vous allez chercher la sensibilité. Est-ce qu'on est devant une adénopathie qui est douloureuse ou bien indolore? Est-ce qu'on est devant une adénopathie mobile? C'est-à-dire la mobilité, vous devez étudier la mobilité par rapport au plan superficiel, c'est-à-dire par rapport à la peau. Vous allez mobiliser la peau par rapport à cette adénopathie pour voir est-ce qu'il y a une fixité de la peau par rapport à l'adénopathie qui témoigne d'une infiltration de la peau. Vous allez prendre entre vos doigts
la masse et vous allez la faire bouger pour rechercher la mobilité par rapport au plan profond. Et vous allez terminer votre mobilité, la mobilisation de l'adénopathie par rapport à l'axe vertical. C'est très important comme temps clinique. Ce qu'on oublie souvent, cet examen de la mobilité de la timifaction par rapport au plan vertical. Qu'est-ce qu'il va nous permettre, cette mobilité au plan vertical et au plan antéro-postérieur? Parce qu'on va faire bouger l'adénopathie au plan antéro-postérieur, dans le plan horizontal, mais aussi dans le plan vertical. Pourquoi? C'est très important. Ça permet de vous donner le diagnostic avant les examens complémentaires. On réalise ça devant toute adénopathie cervicale pour faire la part des choses entre une tumeur nerveuse, un neurofibrome ou bien un schwannome qui intéresse un nerf qui passe dans le cou. Il y a plusieurs nerfs qui passent dans le cou, plus précisément de manière verticale, le nerf vague avec la veine jugulaire interne et l'artère carotide. Et donc, lorsqu'il s'agit d'un schwannome ou bien d'un neurinome qui est appendu au nerf, ça ne bouge pas dans l'axe vertical. Parce qu'on ne peut pas faire bouger le nerf dans l'axe vertical parce qu'il descend d'une manière verticale. On peut faire bouger le nerf d'une manière antéro-postérieure, mais on ne peut pas faire le bouger dans l'axe vertical. Donc dès que vous avez une petite timifaction qui ne se mobilise pas et qui ne bouge pas dans l'axe vasculaire, on est sûr qu'on est devant une tumeur nerveuse, un neurofibrome ou bien un schwannome de vague. Donc toujours la mobilité doit être étudiée par rapport au plan superficiel, par rapport au plan profond, par rapport au plan antéro-postérieur, par rapport au plan vertical. Notez ça, ça peut être une question de QCM. Deuxièmement, toujours dans la palpation, lorsqu'on finit avec l'adénopathie, on va passer à la palpation des autres aires ganglionnaires. Il faut palper la chaîne jugulaire interne, palper la chaîne spinale, palper la chaîne cervicale transverse, les causus claviculaires, et la chaîne aussi, le cercle ganglionnaire péricervical du cuneo. Après ça, vous allez palper la thyroïde, vous allez palper les glandes salivaires. Après la palpation, on va passer à l'auscultation. L'auscultation, bien sûr, pour voir est-ce qu'il y a un souffle ou non qui témoigne d'une tuméfaction d'origine vasculaire. Ça, c'est le premier temps dans notre examen clinique qui intéresse le contexte d'adénopathie. C'est l'examen cervical. Le deuxième temps de notre examen clinique s'adresse aux organes de la sphère ORL. De la cavité buccale au dernier organe de la sphère ORL. Donc vous allez réaliser votre examen de la cavité buccale à la recherche des caries dentaires parce qu'une carie dentaire peut se manifester par une adénopathie réactionnelle. Vous allez chercher est-ce qu'il y a des angines ou non. Vous allez voir est-ce qu'il y a une stomatite ou non. Vous allez voir est-ce qu'il y a une lésion cancéreuse ou non. La nasofibroscopie est très importante. Ça explore à la fois les fosses nasales, le cavum et le larynx, ainsi que le sinus périforme. À la recherche aussi d'un foyer qui peut expliquer cette adénopathie cervicale. Il ne faut pas oublier d'aller fouiller entre les cheveux, d'aller examiner entre les cheveux. Il ne faut pas négliger cette partie de l'examen clinique, l'examen de cuir chevelu, c'est très important. Il y a des fois, on peut passer à côté des lésions tumorales. On peut passer à côté de ce qu'on appelle les spinocellulaires ou bien les mélanomes, qui peuvent se manifester par une adénopathie cervicale. Et donc, l'examen cutané et l'examen du cuir chevelu est très important. Il ne faut pas négliger ce temps d'examen clinique parce qu'on peut passer à côté d'une tumeur primitive qui peut expliquer cette adénopathie. Et donc, le diagnostic d'une adénopathie ne pose pas de problème. On est sûr qu'on est devant une adénopathie clinique. Vous allez examiner votre patient et vous allez remarquer qu'il s'agit d'une adénopathie. Ce n'est pas ça le problème de notre démarche diagnostique. Le problème de notre démarche diagnostique, c'est la nature de cette adénopathie.
De quelle nature est cette adénopathie? Est-ce que c'est une adénopathie infectieuse? Est-ce que c'est une adénopathie inflammatoire qui s'inscrit dans un contexte d'une maladie du système? Est-ce qu'on est devant une adénopathie métastatique? Et donc, lorsqu'on est devant une adénopathie, la conclusion de votre examen clinique, c'est d'inscrire votre adénopathie selon 3 entités. Ce sont des entités qui sont locales. Et donc là se pose le problème du diagnostic différentiel. Je vous ai dit que une tuméfaction cervicale n'est pas obligatoirement une adénopathie cervicale. Une tuméfaction cervicale peut être d'autres origines. Et là, on parle de ce qu'on appelle le diagnostic différentiel d'une adénopathie. Le diagnostic différentiel d'une adénopathie cervicale, c'est toutes les tuméfactions cervicales qui sont non ganglionnaires. Et dans ce cas-là, il faut bien sûr scinder ces différentes tuméfactions cervicales en fonction de la localisation. Et on permet de distinguer 2 grands groupes. Il y a des tuméfactions cervicales médianes qui intéressent la partie antérieure du cou. Et il y a les tuméfactions cervicales latérales qui intéressent la partie latérale du cou. Et dans les tuméfactions cervicales médianes, on va les diviser selon la segmentation du cou en 2 régions. Il y a la région sus-hyoïdienne, c'est-à-dire au-dessus. Voilà, vous avez donc l'os hyoïde ici. Donc toute tuméfaction médiane au-dessus de l'os hyoïde, ou bien tuméfaction sous-hyoïdienne, en bas de l'os hyoïde. Le principal élément concernant les tuméfactions qui siègent au niveau de la partie médiane du cou, c'est qu'elles sont rarement malignes. Ce n'est pas inquiétant. Lorsqu'on a une tuméfaction cervicale médiane, c'est rarement inquiétant parce qu'ils sont rarement malignes et rarement ganglionnaires. Donc, c'est rare où on a une adénopathie qui siège à ce niveau, c'est rare où il s'agit d'une tuméfaction maligne. Et donc, il y a d'autres tuméfactions qui peuvent expliquer, d'autres origines, qui peuvent expliquer cette tuméfaction de localisation médiane. Lorsqu'on est devant une tuméfaction cervicale médiane située au-dessus de l'os hyoïde, en haut de l'os hyoïde, on est presque certain qu'il s'agit de ce qu'on appelle le KTT. Le KTT, c'est un kyste de Tractus turuglos. C'est un vestige embryonnaire. Et du coup, c'est une tuméfaction congénitale qui peut se déclarer à l'âge adulte. C'est une malformation qui est congénitale, mais qui peut rester silencieuse et insidieuse jusqu'à un certain âge où elle va se déclarer, soit par un kyste, soit par une fissure. C'est expliqué par la migration de la glande thyroïde. Parce que la glande thyroïde naît au niveau de la base de l'ongle. Elle va migrer le long de la vie embryonnaire vers sa localisation définitive qui est au niveau de la partie basale du cou. Et donc, durant cette migration de la glande thyroïde vers sa localisation définitive, on aura une fermeture du cadran de migration. On aura une fermeture de ce tube qui a entraîné la migration. La persistance de ce tube est à l'origine du développement de kystes ou bien du développement des fissures. Et là, on parle de kyste de Tractus turuglos. Il y a certaines caractéristiques de cette tuméfaction. Un, c'est une tuméfaction qui ascensionne avec la déglutition parce qu'elle est attachée à l'os hyoïde. Et donc, lorsqu'on demande au patient ou bien à la patiente de déglutir sa salive, on va remarquer que la tuméfaction bouge avec la déglutition. C'est comme la thyroïde. Deuxièmement, lorsqu'on va prendre entre les doigts cette tuméfaction et on va fixer cette tuméfaction entre les doigts, et on va demander au malade de faire sortir sa langue, on va remarquer qu'il y a une certaine limitation de la protrusion de la langue. Le patient n'arrive pas à faire sortir d'une manière normale sa langue parce que vous avez bloqué le kyste, parce que le kyste est attaché
à l'os hyoïde. Et du coup, vous allez bloquer le muscle génio-hyoïdien. Donc, on a un blocage et donc on aura une limitation de la protrusion de la langue. L'échographie permet de confirmer le diagnostic. Et l'intérêt de l'échographie dans les kystes de thyréoglosse est double. Il faut retenir ça. Dans le kyste de tractus thyréoglosse, on demande une échographie qui va confirmer le diagnostic et va nous parler d'une tuméfaction d'origine kystique. Elle est liquidienne et donc elle est anéchogène. C'est une tuméfaction qui siège au-dessus de l'os hyoïde. Elle est bien limitée. Mais le deuxième objectif de cette échographie, c'est d'explorer la glande thyroïde. Pourquoi? À la recherche d'une ectopie thyroïdienne. Et il se peut qu'on est devant une thyroïde dont la migration a été arrêtée en avant de l'os hyoïde. Et on est devant une tuméfaction qui, à la base, il s'agit de la glande thyroïde qu'il faut respecter. On ne va pas aller opérer parce que c'est une glande thyroïde qui a la migration de cette glande a été stoppée à son niveau. Et donc, c'est pour cette raison, on demande toujours au radiologue, et ça vous devez toujours le mentionner sur le banc de la demande, à côté, parce qu'un radiologue, ça peut limiter son examen échographique à l'examen de la tuméfaction. Il ne va pas aller explorer la glande de la thyroïde parce que vous ne l'avez pas demandé. Mais lorsqu'il s'agit d'un radiologue entraîné, un radiologue bien sûr expérimenté, dès qu'il y a une tuméfaction sus-thyroïdienne, il va compléter son examen par l'exploration de la thyroïde. Pour s'assurer de l'existence de la thyroïde, il faut avoir une thyroïde à sa place normale pour aller opérer ce kyste de tractus thyroïde. Parce que ça peut être un arrêt de la migration de la glande thyroïde. On a